négatif, c'est positif, c'est encore trop gentil. Je pense que j'aime beaucoup les livres d'histoire. Je lis Michelet, et Michelet dit quand l'État, quand la culture sont défaillants, les sorcières apparaissent, les maléfices. C'est pour ça que je pense que ces gosses déculturés sont des proies pour les sorcières. Ils sont maléfiques. Et ils sont héroïsés. Il y a des tas de gosses paumés. Hein, vous croyez que je suis minable comme Mohamed Merah? J'ai raté mon école, j'ai raté ma famille, j'ai raté mes études, j'ai raté mon métier, j'ai même raté mon engagement dans l'armée française. Vous croyez que je suis minable? Et bien maintenant, vous avez peur de moi. Et tous ces gosses disaient la même chose, je suis minable, vous aurez peur de moi. Donc ça veut dire que, alors, la stratégie pour respecter la démocratie, la stratégie, c'est qu'il faut que les médias racontent, expliquent, sans védétariser les terroristes, sans faire raconter leur vie. Au Bataclan, on connaît tout sur les assassins, leur histoire, leur vie de famille, leur fiancé, leur logement. On connaît tout sur les assassins. Qu'est-ce qu'on connaît sur les victimes? Rien. Les victimes sont passées à l'as. On a védétarisé les assassins et alors qu'on aurait dû védétariser les victimes et chercher. On ne peut pas comprendre. Comment on peut les aider à s'en sortir. Alors vous, au lendemain de la guerre, au sortir de la guerre, vous avez perdu votre famille, vous avez perdu vos repères, vous avez perdu tout espoir et toute joie de vivre, et vous avez décidé de revivre, de renaître en faisant leur bien, en allant vers l'autre. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, les jeunes de ces quartiers, il y en a 9000, je crois, aujourd'hui, qui sont partis, qui ont choisi le djihadisme? Que répondez-vous? Alors, j'ai rencontré... Alors, j'ai participé à une étude psychologique sur les terroristes avant les événements récents. Quand l'étude... Il y a un énorme biais méthodologique, comme on dit, quand on veut faire croire qu'on est scientifique, c'est que c'est des terroristes emprisonnés. Mais moi, j'en avais un qui n'était pas emprisonné. Alors, c'est une grosse population de 150 France, Maroc, Algérie. 150 terroristes emprisonnés. Claude de Tichet, Djali Benani ont dirigé ce travail. J'ai un peu participé, mais c'est eux qui l'ont fait. Or, ce qui caractérise ces terroristes, c'est qu'ils sont pervertis. Ils ne sont pas forcément pervers. Ils sont pervertis par un langage totalitaire. Un seul récit, une seule religion, pas d'altérité. C'est la définition de la perversion. Quand j'ai commencé les études de médecine, on nous apprenait que est pervers celui-celle qui a des relations sexuelles sans avoir l'intention de faire un enfant. Il y en a des pervers au Christ. Donc cette définition est absurde. Alors maintenant, avec Deleuze et Lacan, on dit que est pervers celui-celle qui vit dans un monde sans autre. Il n'y a qu'un Dieu, il n'y a qu'un chef, il n'y a qu'une croyance, il n'y a qu'une théorie scientifique, il n'y a qu'une théorie idéologique. Tous ceux qui il n'y a pas d'altérité, tous ceux qui ne partagent pas ma croyance sont des mécréants qui méritent la mort. Et tous les gosses, que j'ai eu l'occasion d'expertiser, disaient mais il n'y a qu'une vérité. Il n'y a pas... Non, je disais, mais actuellement sur la planète, il y a des milliers de dieux. Non, il n'y en a qu'un, c'est bien. Mais il y a des théories scientifiques, elles tombent les unes après les autres, les théories scientifiques. Non, c'est mon patron qui est le seul à avoir raison. Et puis alors c'est comme ça qu'on a fait, Hitler est le seul à avoir raison, Staline est le seul à avoir raison. Alors moi j'ai les quelques expertises, j'avais Michel Foucault, qui était un philosophe au Collège de France, avait monté une association qui s'appelait Groupe Asile en lutte, un truc comme ça. Où il fallait lutter contre l'institution dictatoriale, l'armée et l'hôpital, et surtout l'hôpital psychiatrique, ce qui n'est pas faux. Et je voyais, donc en expertise, j'ai eu un terroriste qui, voulant suivre Michel Foucault, je m'entendais très bien avec lui parce que j'avais soigné sa femme. Et sa
marché. Sa femme avait un gros truc et puis ça avait très bien marché. Donc il avait cru que c'était moi, que sa femme avait guéri grâce à moi. Et donc il me surestimait, donc il me parlait en toute confiance. Et il m'avait montré la liste des psychiatres qu'il avait l'intention d'assassiner. Il y avait des psychiatres où j'étais d'accord. Donc ça veut dire qu'il vivait dans un monde sans altérité. Il y avait une loi, la sienne, les autres n'existaient pas. Et alors, vous parlez aussi de contagion par rapport à ces terroristes, à l'État islamique et aux djihadistes, la contagion émotionnelle du groupe. Hein, ce qu'on retrouve aujourd'hui chez les djihadistes, c'est ce qu'on retrouvait dans les régimes totalitaires, aussi bien chez Hitler, chez les nazis, que chez Staline ou ailleurs. Oui, absolument. C'est-à-dire que on a la chance, dans un de mes groupes de recherche, il y a Bernard Rimet, qui est un psychosociologue de l'Université catholique de Louvain, et qui nous apprend beaucoup de choses, qui nous fait comprendre beaucoup de choses. Et Bernard Rimet a fait des petites manipulations expérimentales de psychosociologie, c'est-à-dire qu'il donne un secret à quelqu'un, avec pour consigne, bien sûr, de ne pas le répéter. Et puis, ensuite, il demande son carnet d'adresse et ses numéros de téléphone. Et 4 jours après, 90 personnes sont au courant du secret qu'ils ne devaient pas partager. Donc ça va très vite. Hein. Et il y a des épidémies de croyances. Ça va très vite. Alors avant, il y avait des rumeurs, c'était les colporteurs qui colportaient des rumeurs. C'est comme ça d'ailleurs qu'il y avait des pogroms, ça partait, un incident qui n'était pas toujours faux d'ailleurs. Et puis, vous savez, comme pour le jeu du téléphone, ça se fait colporter, hop, et ça se déforme à chaque transmission, et on arrive tout de suite à la conclusion, c'est les Juifs qui ont fait le coup, et ça a déclenché un pogrom. Mais l'épidémie nazie, elle s'est faite en 10 ans. 2,6% des nazis en 1929, 10 ans après, 95% des gens claquaient les saluts hitlériens. Et ce n'était pas l'armée, ce n'était pas la police qui obligeait à claquer ça, c'était le conformisme. Et si vous ne croyez pas, lisez Victor Klemperer. C'est un grand linguiste dans les années 30, c'est aujourd'hui encore un linguiste très agréable à lire, et il dit « Je ne pouvais pas claquer un salut hitlérien ». Mais le conformisme était tel que celui qui ne claquait pas un salut hitlérien, il était tout de suite repéré. Donc, ses enfants n'étaient plus pris à l'école, il était convoqué au commissariat, et c'est l'administration, c'est pas la police, c'est pas l'armée, c'est l'administration qui imposait sa loi. Alors, pour ne pas claquer un salut hitlérien, il fallait faire un salut hitlérien au moment où un dignitaire nazi passait. Et pour ne pas le faire, parce qu'il ne pouvait pas le faire, c'est pas qu'il aurait pu se masquer, il aurait pu tricher, mais il ne pouvait pas. D'ailleurs, je remarque que j'ai du mal à mimer le salut hitlérien en parlant. Donc, il ne pouvait pas le faire, parce que la signification était trop lourde. Alors, dès qu'arrivait un dignitaire, il s'enfuyait, il partait en courant, et il se mettait vite dans une rue transversale. Et là, il se retrouvait à 4 ou 5 essoufflés, qui tous avaient couru pour ne pas faire le salut hitlérien. L'arme de la dictature, c'est le conformisme bien plus que la police ou l'armée. D'où le récit, d'où la doxa. Le récit qu'on répète en perdant son jugement. D'où la nécessité des journalistes, à condition qu'il y ait plusieurs fois. La voix du patron. Et c'est pire encore, c'est Internet. Internet qui joue un rôle encore plus nuisible que les journalistes. Alors voilà. Le nazisme s'est répandu en 10 ans, et on disait c'est très rapide. Eh bien, cette prouesse de contagion émotionnelle, Internet le fait en un mois. Et en un mois. Jusqu'au plus à interrompre ce récit passionnant, et je souhaite quand même que vous ayez la possibilité de poser des questions. Donc je vous propose, pour ceux qui souhaitent poser des questions, de vous ranger derrière les 2 micros qui sont dans les 2 allées, pour ceux qui osent poser une question de conscience. Mon cher Boris, ça
Ça me fait très plaisir de te retrouver ici, puisque nous avons partagé notre internat en neurologie, en neurochirurgie, il y a quelques années. Et comme dirait Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il y a des rendez-vous. Hier soir, je faisais une conférence sur les émotions, la musique, et je parlais de toi. Parce que ce soir, nous sommes dans une atmosphère entre guillemets tristounet, et tu étais à côté de Shakespeare, dont on fêtait le 400e anniversaire de la disparition. Il disait « Let the music be the food of love ». Et toi, tu disais « Est-ce qu'une vie sans amour ou une vie sans musique est possible ?» Oui, mais ce n'est plus une vie. Et donc, je veux dire par là qu'il y a aussi des choses qui sont très intéressantes dans tout ce que tu as dit, et en particulier quand tu as signalé le fait, comme Georges Semprin, qu'il fallait donner du temps au temps avant d'écrire pour ne pas connaître le sort de Primo Levi. Alors oui, merci. Je suis content de te revoir. On était moins bien qu'aujourd'hui, mais on était déjà très bien. Alors, je pense que il ne faut pas donner du temps au temps, parce que c'est le temps d'élaborer, le temps de rencontrer, le temps de travailler, le temps de lire et d'élaborer une idée. Ça ne se passe pas tout seul, d'où la nécessité de publier, d'écrire, de se disputer, parce que le temps, c'est seulement le temps de redevenir actif. Et je pense que notre tort, quand on était ensemble chez David, non? Chez Marcel David. Oui. En neurochirurgie. Oui, c'est ça, neurochirurgie. Et il y avait un terme qui s'appelait Borde, je ne sais pas si tu te rappelles. Et c'était mon nom. Je te cachais pendant la guerre sous ce nom-là. Et chaque fois que je la voyais, je pensais à la guerre, la bourre. C'était Borde ou Deborde, nom de l'enfant caché? J'arrivais pas à savoir si c'était Borde ou la Borde. Mais quand je la voyais, je me disais, elle porte le nom qui m'a caché pendant la guerre. Mais j'étais mal à l'aise parce que c'était pas mon nom. Donc c'était un nom de cache. Mais c'était pas mon nom, c'était pas moi. Alors je pense que donner le temps, il ne faut pas donner le temps au temps. Le temps nous donne juste le temps d'élaborer, de s'engager, de militer si on veut. Alors le mot clé, c'est de chercher à comprendre. Parce que la conviction, on l'emporte bien plus par des fictions que par des arguments théoriques. Ensuite, c'est pour ça que les films de Spielberg, même s'il y a des erreurs historiques, moi ça ne me gêne pas, parce qu'il pose des problèmes. Il commet sa part d'erreur. Mais une fois que le problème est posé, ah là il s'est trompé, et bien on demande à un historien, on demande à un témoin, et là on fouille un peu. Mais Spielberg, ou Charles Barr, ou d'autres films dont j'ai oublié le titre, pose le problème. Et ensuite, ça déclenche un processus d'élaboration. Et donc, c'est pour ça qu'il faut le temps de travail. Ça marche. On s'est rencontrés très souvent, mais très souvent, l'occasion de parler. Ce qui est merveilleux, c'est que tu arrives toujours à m'apprendre des trucs différents, des trucs nouveaux. Et plus tard, je crois, la semaine dernière, on a eu l'occasion de parler. Et là, je voudrais quand même te poser une question. Il y a quelque chose que je trouve assez extraordinaire. L'instinct de survie, c'est quand même un instinct animal basique, même pas humain, c'est un instinct basique au niveau animal. Et je voudrais comprendre comment un endoctrinement peut être suffisamment puissant pour surpasser justement sa certaine survie, pour arriver à faire des kamikazes. Et est-ce qu'il existe, dans le règne animal par exemple, est-ce qu'il existe des cas de kamikazes? Alors, là je vais te surprendre, mais en biologie et en éthologie animale, le mot instinct a totalement disparu. Le mot instinct est apparu au XVIIIe siècle en Allemagne pour dire qu'il y avait des mécanismes montés qui s'exprimaient invinciblement, quel que soit le milieu. Or, même chez les animaux, quand on fait varier le milieu,
les comportements changent énormément. C'est les théories de l'épigenèse qui sont actuellement en grand développement. Et même une bandelette ADN s'exprime différemment selon le milieu. Donc la notion de programme génétique est un non-sens et on n'emploie plus non plus cette expression. Donc en biologie et en éthologie animale, on n'emploie plus le mot instinct. Par exemple, les tupailles, qui sont des petits singes écureuils, c'est des femelles, mettent au monde 3-4 petits. Et elles s'en occupent très bien. Oh, c'est l'instinct animal, c'est bien, l'instinct maternel, c'est merveilleux. Sauf que si on stresse les femelles pendant leur grossesse, elles ont juste des glandes sébacées qui permettent de marquer à leur odeur le deux premiers-nés ou le premier-né. Donc le bébé devient familier, elle s'en occupe maternellement. Et comme elle n'a pas la force de marquer les derniers-nés avec sa propre odeur, elle les considère comme un gibier et elle les mange. Donc pour le bébé aîné, elle a donc l'instinct maternel, et pour le deuxième, elle a l'instinct à bouffer ses propres petits. Donc en biologie, on n'emploie plus du tout ce mot, et même en éthologie animale, on n'emploie plus jamais ce mot. C'est un mot piégé parce que les nazis employaient tout le temps ce mot. Il y avait l'instinct supérieur, l'instinct de la race supérieure. Les nègres étaient des êtres humains, mais inférieurs, alors que les juifs n'étaient pas des êtres humains, c'était des bacilles. Et c'est au nom de cette représentation qu'a été fondée la chaire d'hygiène raciale dont Alexis Carrel, est soutenu par Pétain, a défendu la première chaire à Lyon. Et il y avait beaucoup de gens, des grands noms de la biologie, de la sociologie et de la psychanalyse, dont j'ai vu donc travailler dans cet instinct d'hygiène raciale, dans cet institut d'hygiène raciale, où il était question de voir qui avait l'instinct supérieur, comme disaient les nazis, et qui avait l'instinct inférieur. Donc je crois que, j'espère qu'on va rester amis après ma réponse, mais je crois que c'est un mot piégé. Et à propos justement, y a-t-il le kamikaze chez l'animal? Y a-t-il des cas de kamikaze chez l'animal? Chez les animaux? Non, je pense que d'abord, je rentre du Japon. Il y a deux mots à éviter au Japon, c'est geisha et kamikaze. Ça c'est, quand on emploie ces mots, Est-ce qu'il y a des geishas kamikazes? ça leur plaît pas trop. Alors, parce que je crois que les animaux n'ont pas de représentation de la mort. C'est-à-dire qu'ils vivent dans un contexte d'information. Les animaux supérieurs, eux, peuvent peut-être avoir un comportement étrange devant le mort. Ils sont désorientés par le mort. Mais je ne suis pas sûr qu'ils aient une représentation de la mort. Parce que pour avoir une représentation de la mort, il faut parler, il faut être capable de décontextualiser complètement une information, donc d'avoir accès à la métaphysique. Alors je ne connais pas d'animaux, je ne connais pas de temple chez les animaux, je ne connais pas de rituel religieux chez les animaux. Mais peut-être qu'il y en a. Hein. Il y a une autre question? Je voudrais reprendre la seconde partie de votre intervention. Quand vous avez parlé de résistance avec l'exemple du sous-préfet Méchery, et vous avez rappelé qu'il était possible de résister en parlant du processus. Ensuite, je voudrais prendre 3 points rapidement pour poser ma question. La seconde chose, c'est qu'à un moment, après avoir donné des explications sur le fonctionnement des terroristes qui trouvent mécréants tous ceux qui ne pensent pas comme eux, donc un monde sans activité, à un moment vous avez parlé d'aider à les en sortir. Ça c'est le second point. Et la troisième chose, c'est la notion de contagion émotionnelle du groupe, avec un récit, une doxa, qui finit par endoctriner le monde, et qui aujourd'hui, dans notre monde aux nouvelles technologies, est amplifié par les médias, Internet, les journalistes, excusez-moi, Aziza,
extrêmement fort. Alors, il y a un mot que vous n'avez pas prononcé depuis le début, et que moi je recherche avec avidité en général, c'est le mot politique. Alors, je sais que c'est un mot qui n'est pas très à la mode, qui est extrêmement décrié, mais c'est ce qui permet de vivre ensemble, de prendre des décisions ensemble. Et en face de politique, il n'y a pas que les hommes ou les femmes politiques, mais il y a les citoyens, les gens qui votent et puis qui exercent des responsabilités, comme le sous-préfet Chérif Méchi, qui lui a exercé une responsabilité. Et ma question, en fait, est en deux points. Enfin, il touche deux questions assez peu taboues. Essayez de synthétiser ces deux questions un petit peu taboues. Une politique et puis une sur les médias. La politique, c'est qu'est-ce que vous pensez de la peine de mort? Et la question par rapport aux médias, qu'est-ce que vous pensez de la liberté de la presse? Peut-être qu'un journaliste présent là-bas peut s'exprimer aussi. Merci. D'accord. Vous avez pas d'autres questions? Alors, je vais essayer de répondre, notamment sur le mot politique. C'est que, oui, vous avez raison, je n'ai pas prononcé le mot politique, mais il était sous-jacent tout le temps, mais vous avez raison, j'aurais dû le prononcer. Je pense que le mot politique intervient à toutes les étapes du développement et de la lutte contre les théories sectaires qui sont des préparations à la guerre. Alors, je pense qu'on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle les interactions précoces, c'est-à-dire les bébés préverbaux. Et maintenant, grâce à la neuroimagerie, maintenant on sait que lorsque la niche sensorielle qui est autour d'un bébé, elle est appauvrie, mort de la mère, violence conjugale, guerre, précarité sociale, il y a des altérations du fonctionnement cérébral. Et que l'altération des deux lobes préfrontaux, elle n'est pas due à une maladie génétique, elle est due à une désorganisation sociale. C'est-à-dire que les enfants, le cerveau des enfants fonctionne mal parce qu'il y a une défaillance socio-culturelle. Alors, s'il y a des cartésiens dans la salle, ils vont passer une mauvaise soirée. Parce qu'on est une cause. Il faut assassiner Descartes. C'est-à-dire qu'il est plus possible de dire qu'une cause provoque un effet. C'est une convergence de causes qui provoque un effet, le répare ou l'aggrave. Alors, les pays d'Europe du Nord, maintenant, tiennent compte de ce que je viens de résumer très rapidement, et ils ont amélioré les métiers de la petite enfance. Parce que politiquement, culturellement, ayant compris ça, les politiciens avaient un choix, sacrifier les femmes, c'est le choix des Allemands, pas de crèche, pas de métier de la petite enfance, ou au contraire développer les métiers de la petite enfance et impliquer les pères dans les interactions précoces. Ralentir le développement des enfants, apprendre à l'école le plus tard possible, les notations le plus tard possible. Et le résultat, c'est qu'à l'âge de 15 ans, aux évaluations UNESCO, aux évaluations PISA, les pays d'Europe du Nord, les Finlandais, sont médailles d'or. C'est une décision politique qui a permis d'obtenir ce résultat intellectuel et psychologique. Les suicides ont diminué de 40% en 10 ans, et sur la psychopathie, ce qu'on appelle psychopathie, mais on peut dire voyou, c'est le même mot, on peut dire sale gosse, ça veut dire psychopathe. Donc, ils ont presque disparu. Décision politique. Pour ce qui se passe actuellement dans nos quartiers, on a les chiffres du CNRS, de l'Observatoire de la radicalisation. 40% de ces... D'abord, il y a une armée évaluée actuellement 10 000 adolescents qui sont partis en Syrie. C'est une armée. L'armée française au Mali, elle est composée de 10 000 hommes. Donc ces 10 000 adolescents qui sont partis en Syrie, c'est une armée. Ils sont bien sûr escroqués, ils vont être tués. Il y a beaucoup de filles, de plus en plus. Or, 40% de ces gogos, c'est des escroqués, c'est des gogos, 40%
sont de familles chrétiennes. 40% bien élevés, les parents sont atterrés. 40% sont de familles musulmanes, de gentilles familles musulmanes qui auraient bien voulu que leurs enfants travaillent bien à l'école et ne deviennent pas djihadistes. 1% d'enfants de familles juives et 18-19% d'enfants de familles sans Dieu, athées. Or, pourquoi est-ce que ces enfants sont des proies pour les gourous? Parce que notre culture ne propose pas de relais après la famille. On a supprimé toutes les étapes intermédiaires après à l'adolescence. La culture est défaillante, et je rejoins la phrase de Michelet, quand la culture est défaillante, les sorcières apparaissent. Alors, après l'adolescence, c'est plus la famille qui est importante. Il faut quitter sa famille pour deux raisons. L'apparition du désir sexuel, il faut courtiser en dehors de sa famille. L'apparition de la fierté d'accéder à l'indépendance sociale, il faut apprendre un métier de façon... Et quand on redevient fier de soi, autonome, à ce moment-là, on se remet à aimer ses parents tranquillement. L'adolescence est terminée. Et si vous êtes d'accord avec cette définition, ça veut dire que l'adolescence est terminée. Vous pensez que l'adolescence est terminée entre 55 et 60 ans. Alors, le dernier point, c'est qu'il faut que notre culture engage, accueille ces jeunes. Ce qu'elle ne fait plus, le scoutisme a disparu. Maintenant, il faut apprendre un métier. On n'accueille plus nos jeunes. Ils flottent. Ce sont des proies pour les gourous. Est-ce que dans votre dernier, vous pointez la déculture, ce que vous appelez la déculture, en opposition avec ce que vous a apporté la culture après la guerre, et vous parlez aussi du bonheur de la soumission chez ces jeunes? Mais oui, ça c'est quelque chose qui est totalement contre-intuitif, parce qu'on a tellement valorisé les résistances, et on a bien fait de le faire, on les a tellement valorisées qu'on oublie que la soumission est un grand bonheur. C'est-à-dire que si vous ne me croyez pas, achetez le petit livre de la Boétie. Il avait 18 ans quand il a écrit « Le bonheur dans la servitude ». Et c'est facile à comprendre. On est tous les deux seuls au monde. Et vous êtes plus fort physiquement que moi, vous avez plus d'argent, vous avez l'armée, la police, vous avez une relation d'emprise sur moi, vous me dominez. Je ne peux pas faire autrement que d'écraser, mais je vous surveille. À la première défaillance, paf, je ne vous raterai pas. Je suis dominé, là la soumission, elle me rend malheureux. Imaginez maintenant qu'on s'associe pour donner le pouvoir à Gosselin. On s'associe, on va lui obéir. Et à ce moment-là, s'il remporte la victoire, c'est grâce à notre obéissance. Et s'il a une défaite, on n'est pas responsable, on n'a fait qu'obéir. Les inculpés de Nuremberg, on n'a fait qu'obéir, on a tué 10 000 personnes, des enfants, on a torturé les femmes, on n'a fait qu'obéir. On n'est pas coupable et on n'a pas honte. On n'a fait qu'obéir. Donc c'est tout bénef. C'est tout bénef que cette forme d'obéissance, on lui obéit pour lui donner le bon. Je viens de définir la relation au dictateur. Hitler, Staline, on n'a fait qu'obéir, aucune culpabilité, le bonheur dans la soumission. Bonsoir, monsieur. J'aimerais revenir, s'il vous plaît, à la question du conformisme que vous avez très bien exposé tout à l'heure, en faisant référence, pour ma part, non pas à des psychanalystes, parce que je n'ai pas eu la chance d'étudier en même temps que vous, j'ai deux auteurs en tête, que je considère personnellement comme des prophètes de notre temps, qui ont dit, plutôt que d'autres, une certaine vérité de notre époque. J'entends parler à Michel Houellebecq, notamment dans Soumission. J'entends aussi Boualem Sansal, qui est une voix qui crie dans le désert depuis des années, qui appelle la France à la rescousse, demande qu'on ne les abandonne pas, et c'est tout l'inverse qui se passe. Puis j'ai à l'esprit aussi un de vos confrères, qui est Daniel Sibony, dont j'ai lu parfois tous les écrits dans lesquels il pointe la vocation de l'islam
à servir, à mépriser, notamment les Juifs et les Grecs. La question est simple à partir de là, Monsieur Cyrulnik, s'il vous plaît. Comment s'organise la relation entre le tabou sur l'islam, le déni de ce qui se passe à l'heure actuelle dans notre société et la fascination de ces djihadistes pour l'effusion de sang? Et je vous remercie. Merci pour votre question. Alors, j'ai assisté à j'ai rencontré Boualem Sansal, j'ai longuement parlé avec lui, j'ai des relations, je connais bien Siboni et Yasmina Kadra, qui, malgré son nom, est un homme. Et un jour, j'assiste à une discussion entre Yasmina et Boualem. Et Boualem dit l'islam, c'est une religion qui appelle à la guerre toutes les 2 pages. Stupeur de Yasmina Kadra, qui lui dit mais pas du tout. L'islam, c'est la religion la plus tolérante que je connaisse, qu'on puisse connaître. Il n'y a pas de religion plus tolérante. Et comme vous l'avez dit, Daniel Siboni, en effet, souligne que l'islam, c'est une religion qui prône la soumission. Alors, je propose, comment expliquer ça, alors que Yasmina Kadra n'est pas un sot, Boualem non plus, Siboni non plus. Comment expliquer ça? C'est que quand on prend le langage des textes sacrés, ils sont poétiques, ils énoncent la morale, et les phrases sont belles, parce que, quelle que soit la religion, les phrases sont souvent belles, parce qu'elles sont pleines de métaphores et de métonymie. Allez à Salon et regardez un petit peu les prédictions de Nostradamus. Vous aurez la même chose. Métaphore, métonymie, ce qui veut dire que ce qui compte, c'est l'interprétation qu'on fait de ces textes sacrés. Et l'interprétation, elle dépend de nous. Elle dépend de nos réunions. Comment on interprète ça? Moi je pense comme ça, et on s'entend pour interpréter. Et puis la génération d'après interprétera autrement les mêmes textes. C'est pour ça que même toutes les religions évoluent, alors qu'elles prétendent se référer à des textes immuables. Elles évoluent quand même. Regardez, quand les Éthiopiens sont arrivés en Israël, ils n'avaient plus les mêmes rituels que les Ashkénazes ou les Séfarades, qui déjà n'avaient plus tout à fait les mêmes rituels. Alors qu'ils prétendaient tous respecter les textes sacrés, ce qu'ils avaient sûrement fait. Mais ayant des cultures différentes, ils les avaient interprétés un peu différemment, mais c'était quand même des rituels du judaïsme, de leur religion. Alors l'avantage, il y a un mystère, c'est qu'il n'y a pas une seule culture sans religion. Donc, toutes les cultures ont inventé ce besoin d'être ensemble. Alors, ces religions sont sacrées, elles peuvent être profanes, comme le communisme, elles peuvent être laïques, elles peuvent être aussi scientifiques. C'est-à-dire que j'ai fait des enseignements post-universitaires où j'ai récité pendant des années l'inhibition de la recapture de la sérotonine, c'est-à-dire que j'ai récité ça par cœur, je n'ai jamais vu une molécule de sérotonine. Et je sais, et pourtant j'ai récité ça. Donc c'est une croyance scientifique, puisque les jeunes maintenant nous expliquent que la sérotonine n'est pas inhibée, qu'on ne la recapture pas. Donc j'ai cru à une théorie fausse. Et l'histoire des sciences, c'est un cimetière de théories. Mais la fonction des religions, c'est qu'elles nous donnent, de toutes les religions, c'est qu'elles nous donnent accès à la transcendance. Et elles permettent de socialiser les âmes. Accès à la transcendance, c'est-à-dire que je ne vis pas seulement dans l'immanence. L'immanence, c'est la survie. Pourquoi pas? On vit dans l'immanence. Boire, manger, se défendre, on vit dans l'immanence. Mais on ne vit pas que dans l'immanence, on a besoin aussi d'habiter un monde de représentation métaphysique. Et là, on donne la parole à une religion. Seulement, quand on vient au monde au Proche-Orient, on a beaucoup plus de chances, de probabilité de devenir musulman que chrétien. Même s'il y avait 20% de chrétiens il y a 15 ou 20 ans, et il y en a 4% aujourd'hui, et j'entends pas beaucoup de protestations internationales.
il y a un silence. Donc il y a un silence quand même assez inquiétant. Alors, et une fois qu'on partage le même Dieu, les mêmes rituels, acceptant de se réunir pour interpréter des textes de base, à ce moment-là, on a un moyen de socialiser les âmes. Et on va vivre ensemble. On ne sera pas d'accord, on va se disputer. S'il y a une tribune pour se disputer, eh bien notre religion va évoluer. Mais il faudra argumenter, il ne faudra pas la faire évoluer par la force, par la domination. Il faudra la faire évoluer par l'argumentation. Alors voilà, donc d'où la nécessité des religions. Elle crée aussi un ethos, c'est-à-dire une hiérarchie des valeurs, mais je crois qu'il n'y a pas une seule religion sans dérive totalitaire. Mais je ne sais pas si oui, il y a sûrement une dérive totalitaire aussi pour le judaïsme. Il y a une époque, je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Je prends un risque. Dans le judaïsme, on n'assassine pas pour le crime d'apostasie. Oui. Et puis, il n'y a pas de prosélytisme juif. Bonsoir, professeur. Je reviens sur l'interview que vous aviez donnée à la Figaro en référence à votre dernier livre, et vous disiez que les enfants avaient besoin de sécurité affective pour se développer, et vous disiez aussi qu'aujourd'hui on les pousse bien trop tôt vers l'autonomie. Et moi j'ai envie de dire que par rapport à la situation actuelle, j'ai l'impression que notre société, vous parliez de maladies psychosociales, est quand même responsable. On a le sentiment qu'il faut faire les choses plus vite, plus rapidement, qu'en rendant un enfant autonome et mature plus tôt, il sera prêt pour la suite. Tout se joue avant 6 ans, tout se joue en première, même dans des milieux très favorisés. L'adolescent se dit mais comment vais-je y arriver? Vous dites qu'il faut qu'il puisse se développer sereinement pour maîtriser ses pulsions. Et j'ai envie de faire une référence, juste pour avoir votre avis sur le sujet, sur toute la discussion en cours au sujet des manifestations, faut-il pas. Moi, quand j'ai entendu la semaine dernière, suite à la manifestation, quelqu'un de la CGT qui disait oui, ben c'est normal qu'ils cassent puisque en fait on ne les écoute pas, puisque en fait ils sont énervés. Oui, comme un petit enfant qui va pleurer parce qu'il est énervé, parce que à ce moment-là il n'avait pas d'autre solution et d'autres moyens de se faire entendre. J'ai le sentiment aujourd'hui effectivement que notre société a perdu l'usage de la raison, l'usage de la discussion, de ces instruments qu'on aurait dû qui serait propre à l'éducation. Malgré tout, au vu de l'article, tout ce que vous avez écrit, j'en suis sortie avec un certain pessimisme parce que c'est une éducation dès le plus jeune âge, c'est un accompagnement des adolescents. Est-ce qu'on va traîner ça encore très longtemps, en fait, avant de reprendre, et tout en disant que la société, j'ai l'impression qu'on ne prend pas le bon tournant, on ne va pas dans le bon sens. Merci. Non, c'est moi qui vous remercie pour cette question. Alors oui, j'ai fait des études où on nous disait tout se joue avant 3 ans. Puis ensuite on a négocié tout se joue avant 6 ans. Moi j'affirme clairement que tout se joue avant 120 ans. Après c'est difficile de jouer. Mais alors, je pense que effectivement, toutes les cultures évoluent tout le temps, mais notre culture a un bouleversement stupéfiant en une ou 2 générations. Avant, il y avait probablement trop d'autorité, et les pères étaient les représentants de l'État dans la famille. Les pères étaient napoléoniens, puisque c'est Napoléon qui leur avait donné ce pouvoir exorbitant. Mauvaise nouvelle, les gars, le père napoléonien a été assassiné par les féministes en 1970 avec la suppression de la loi paternelle remplacée par la loi parentale. Elles ont bien fait de tuer le père napoléonien, mais il est mort. Et actuellement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plus de moins en moins de pères. Il y avait trop de pères avant, il y a pas assez de pères aujourd'hui. J'ai été invité à l'hôpital de Doha, au Qatar. Je
personne ici ne soupçonne à quel point le Proche-Orient est inondé d'argent, et surtout et entre autres le Qatar. Tout, même les Palestiniens, inondés d'argent. J'ai donné des cours à Biarritz, j'ai dirigé des thèses d'étudiants palestiniens. On ne soupçonne pas à quel point c'est inondé d'argent, ce qui probablement empêche la solution. Alors, au Qatar, il n'y a plus de paix du tout. Les mères gardent un peu un pouvoir affectif. Maman, on ne peut pas tout se permettre avec elle. Mais papa, il ne sert à rien. Il ne travaille pas. Et l'État fournit tout, fournit des sommes folles. En territoire palestinien, j'ai souvent entendu nos pères sont des vaincus. Donc on est des proies pour les gourous, on est des proies pour les idées totalitaires. Nos pères ont perdu toutes les guerres, nos pères sont des vaincus. Ils ne sont pas des modèles pour nous, ils ne nous sécurisent pas. Alors, au Qatar, les pères ils cherchent à reprendre une place dans leur famille en battant leurs enfants, ceux qui, vous imaginez, améliorent tout de suite la relation, ou bien en achetant, ils sont tellement riches qu'ils achètent des Mercedes Pick-up 4x4. Et ils le donnent, ils achètent en même temps le permis de conduire, et ils le donnent à leur fils, âgé de 14 ans. Il n'y a pas de tirage au Qatar, c'est un désert, il n'y a pas de tirage. Et les gosses, bien sûr, ont quand même des accidents de voiture, mais il y a des hôpitaux australiens magnifiques, parce qu'ils sont tellement riches qu'ils achètent des hôpitaux australiens, tout. Les murs, les machines, les infirmières, les médecins, ils achètent tout. Et les hôpitaux du Qatar sont excellents. Alors, on n'a plus besoin de pères. Les pères sont complètement disqualifiés. Et j'ai vu, à la sortie des écoles, j'étais avec une Marocaine qui travaillait au Qatar et qui me dit « Regardez bien, les gosses sortent des écoles. » Elle m'a dit « Regardez bien, je vois les gosses sortir des écoles et tous les cartables se mettent à voler. » Et derrière, je vois des nounous, Singapour, se baisser pour ramasser et porter les cartables, et les gosses les appellent slaves. Donc, alors voilà, donc on a une situation quasi expérimentale. Alors avant, il y avait 3 pères. En France, les femmes héroïsaient leur mari à l'époque où les mineurs travaillaient 15 heures par jour, 6 jours par semaine. Alors je n'ai pas connu cette époque, j'ai connu quand j'étais médecin à la Seine, j'ai connu dans les chantiers navals l'époque où les ouvriers travaillaient 10 heures par jour. Et je les ai vus rentrer du travail, hébétés de fatigue. Les mères les servaient à table, et comme dans les mineurs de bauxite à Brignoles, près de l'endroit où je travaillais, où j'étais médecin, ils avaient un casque pour protéger la tête, mais il faisait 50 degrés, donc ils travaillaient tout nus, et quand les morceaux de bauxite tombaient, ils avaient le dos balafré. Donc ils ne pouvaient pas se laver le dos, et ça s'infectait très facilement. Donc c'est les femmes qui lavaient leur mari. Ça se fait beaucoup moins aujourd'hui. Hein. Ça se fait... Donc, ou alors si ça se fait, ça prend une autre signification. Ça ne nous regarde pas. Donc ça veut dire que la fonction paternelle dépend étonnamment de la culture. Et pour répondre enfin à votre question, dans les pays d'Europe du Nord, les hommes étaient d'une violence extrême. Et la violence est une valeur adaptative. Et j'ai connu l'époque où les pères méprisaient ou houspillaient leurs petits garçons qui ne se battaient pas à l'école, et les mères appelaient ce garçon « tu es une faiblette ». J'ai entendu cette époque. Les mères, on disait, un homme ne traversera pas la vie sans connaître une ou 2 guerres et plusieurs bagarres de rue. Donc il fallait apprendre à se battre physiquement, et la violence était une valeur adaptative. Nos progrès sociaux et culturels font qu'aujourd'hui, la violence n'est que destruction dans notre culture. Allez au Proche-Orient, et vous verrez que la violence est redevenue une valeur adaptative par la fanatisation des enfants. Ce dont je témoigne. La fanatisation des enfants dès la maternelle. Donc, les pays d'Europe du Nord où les hommes étaient d'une extrême violence, dès que la culture a changé, la violence est devenue une destruction. Et à ce moment-là, en une génération, on a vu que l'éducation
a permis de faire disparaître la violence, la psychopathie, la suicide et les bagarres de rue en moins d'une génération. Donc je ne suis pas si pessimiste que ça, je suis même optimiste parce que je suis convaincu qu'on court la catastrophe et que après la catastrophe, on sera obligé d'apprendre une nouvelle manière de vivre ensemble. Bien, nous allons prendre 3 dernières questions. Tout d'abord, Madame Rudelski, au premier rang. Merci. Cher professeur, c'est en pensant à vous et à vos travaux, après m'être battue pour les droits pour les victimes du terrorisme, d'être en quelque sorte leur porte-voix, que le 29 février, j'ai proposé au président de la République la création d'un centre national de la résilience. Et à ce titre-là, bien sûr, j'espère que nous pourrons travailler ensemble. Donc j'ai commencé ma mission, une mission qui fait 2 pages, qui est énorme. C'est après m'être battue pour des droits, ce sera peut-être sans doute mon dernier combat. Et ce centre sera chargé de former des psychothérapeutes, des soignants, de participer à des recherches, à la documentation, un centre de soins peut-être également. Ce sera un lieu d'échange de cultures différentes, d'apprendre à tous les intervenants sur les lieux des attentats à travailler ensemble, à décloisonner cette société française et ses approches. Et dans le cadre de cette mission, que j'espère que nous mènerons ensemble, et je crois que nous allons en parler très rapidement, je voulais avoir votre point de vue sur ce qu'on appelle les thérapies